Bonjour à tous, bonjour Hamid qui nous met en onde, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier, avec à l'affiche aujourd'hui Chantal. Madame Pink, c'est une comédie canine avec chansons, c'est un livret de Alfredo Arias et de René Secati que j'ai vu au théâtre du Rond-Point. Au théâtre de la Colline, nous avons vu, toi et moi, Qui a tué mon père d'Édouard Louis. C'est une mise en scène et un jeu de Stanislas Nordet. Moule Robert, c'est au théâtre de Belleville. C'est une mise en scène de Benoît Di Marco et c'est une pièce de Bellemare. Les chaises que nous avons vues au théâtre de l'Aquarium, c'est un texte d'Eugène Ionesco dans la mise en scène de Bernard Lévy. J'ai vu Bérénice au TQI à la Manufacture des œillets. C'est de Racine et c'est Gaëtan Vassar qui met en scène ce texte tragique. Et puis Elisabeth Amato, conseillée par Vincent Lindon, c'est donc le sourire du chat, et j'ai vu cela au Petit Montparnasse. Christophe Lindon. Chantal, donc Madame Pink, comédie canine, c'est Alfredo Arias, donc je pense que il va y avoir de la musique. Oui, tout à fait, hein, il y a beaucoup de musique. Alors, il y a d'abord un prologue où Alfredo Arias va venir nous expliquer ce qu'il nous propose comme spectacle. Alors, ça a été donné d'abord au festival de Spoleto en Italie. Donc, c'est un spectacle en italien surtitré en français et ça nous parle d'une donna, d'une dame américaine avec une petite chienne. Tu sais que Alfredo Arias est né à Rio de Janeiro. Oui. C'est pour ça que c'est en italien. Il est très drôle parce qu'il vient justement nous expliquer tous ces paradoxes. Et là, donc, on sait que Alfredo Arias, il est très habile pour représenter des acteurs animaux. Il avait eu un grand succès avec les singes du jeu de l'amour et du hasard et avec les chattes de peine de cœur d'une chatte anglaise inspirée des dessins de Granville. Alors, comment est-ce qu'on représente une femme canine? Eh bien, là, est-ce qu'il y a un travestissement particulier, des poils, des oreilles? Comment ça se passe? Eh bien, tout se passe au niveau de la tête et au niveau du visage. Alors, elle porte Roxy, c'est la chienne caniche, et donc elle va porter un masque qui a été fait d'ailleurs par Erhard Stiefel, masque avec perruque toute rose, et on y croit. Et bien sûr, elle porte des collants, des fourrures, parce que c'est une chienne complètement érotisée, complètement sexuée. Elle est coquine, elle aboie tout à fait gentiment. Madame Pink, eh bien c'est celle qui va acquérir Roxy, et elle est aussi extrêmement bien travaillée. Elle porte des perruques qui sont improbables. Elle a un petit côté jumelle de cette Roxy. Il y a un très beau décor d'Alfredo Arias, très clinquant, outrageusement, j'ai envie de dire clinquant, qui est lié au thème du chien. Donc tu devines, André. Et ce sont bien des femmes qui jouent les rôles de femmes, parce qu'avec oui, Arias, oui. Ça pourrait être Oui, tu différent. as raison, mais là, ce sont vraiment des femmes qui jouent les rôles des femmes. Et puis, il y aura aussi les hommes. Et alors, les hommes, j'ai juste une petite réserve en ce qui concerne les hommes, parce que ils sont peut-être, selon moi, un peu moins travaillés, mais il faut dire qu'ils représentent quoi? Parce qu'Alfredo Arias nous l'a expliqué dans le prologue. Nous sommes dans l'Amérique façon Walt Disney. Eh bien, Madame Pink, c'est un peu une Barbie. Et les hommes, alors il y a Goodman, Badman, Regular Man. Ils ont un côté un peu Kent, un petit peu trop lisse par contraste. Alors, je peux revenir au niveau du décor. Et le décor, c'est très joli parce qu'il y a plein d'eau sur le rideau, pour nous rappeler qu'on est dans la thématique du chien. Au fond, on a des têtes de chiens façon néon. On a l'impression d'être du côté du pop art. Tu as dit, c'est chanté. Alors, c'est gravement chanté. C'est chanté avec quelque chose d'assez sérieux. Puis c'est un petit peu dansé. Et j'ai bien aimé parce que ce sont de petits gestes
reste assez retenu, assez guindé pour tous, et ça crée un gros contraste avec cette exubérance de couleurs. Donc c'est la comédie canine avec chanson de Madame Pink. Au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 31 mars. Nous sommes allés voir au Théâtre de la Colline le texte, la pièce, parce qu'il a écrit pour Stanislas Nordet, presque une commande, d'Édouard Louis, qui a tué mon père. Alors, on sait qu'Édouard Louis qui s'appelait Eddie Bellegueule, avant de changer de nom. Il a donc écrit Pour en finir avec Eddie Bellegueule. Et donc, pour en finir avec Eddie Bellegueule, il dénonçait son père, homophobe, vraiment très court d'idées, etc. Et il montrait comment il avait réussi, grâce en partie ou à cause en partie de son homosexualité, à se sortir de ce milieu prolétaire dont il venait. Et peut-être il s'aperçoit que finalement c'est plus le milieu social qui le sépare de sa famille que son homosexualité. Et là, finalement, c'est presque un acte de réconciliation avec le père, qu'il avait pourtant bien chargé dans le premier livre, avec Qui a tué mon père, Chantal. Oui, mais c'est pas un acte de réconciliation avec les hommes politiques. Alors moi, j'avais lu ce texte, je l'avais trouvé moins percutant que En finir avec Eddie Bellegueule, mais là, grâce à l'interprétation de Stanislas Nordet, sa diction, ses intonations, sa prestation, eh bien, j'ai trouvé qu'il mettait en relief les différentes thèses qu'exprime cet ouvrage. Et j'ai été véritablement très intéressée parce qu'il donne une nouvelle profondeur, un nouvel engagement pour moi dans le texte. Alors, tu as évoqué le rapport, on pourrait parler du rapport entre le corps du père abîmé qui manque de souffle, et il va donner la raison, et la raison, elle est peut-être du côté de ces hommes politiques, de ces décisions qui ont dégradé physiquement et moralement la personne. J'ai aimé aussi cette idée selon laquelle le père, le problème n'est pas ce qu'il n'a pas fait, c'est ce qu'il a été empêché de faire. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis, il est complètement enfermé, tu l'as dit, dans une représentation machiste, virile, masculine de la société. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce spectacle, c'est le spectacle. Parce que j'ai trouvé que c'était un équilibre. Enfin, d'abord, c'est un texte qui a été écrit pour la scène, et ça s'en voit, et c'est peut-être pour ça que tu l'as encore plus apprécié sur scène qu'à le lire. C'est un spectacle qui est fait pour être joué. Et on a beau avoir un seul acteur sur scène. Alors, je vous parle pas de la scénographie parce que il faut laisser des surprises, mais elle est magnifique. Et vraiment, c'est vraiment une intelligence à la fois tout ce qui est sonore, tout un travail sur les différents micros qu'il peut y avoir. Il y a tout un travail donc scénographique dans cette grande scène du Théâtre de la Colline. C'est dans la grande salle. Et alors c'est incroyable ce rapport qui s'établit entre cet acteur seul et cette salle qui est complètement captivée, attentive. On entend des anges passer tellement les gens sont concentrés, parce que on est véritablement dans un spectacle qui est tout à fait prenant. C'est quelqu'un qui se raconte, mais il se raconte pas dans n'importe quel ordre, de n'importe quelle façon. Ce qui fait que on est toujours tendu vers ce qui va se passer. On est dans l'action, même si on a ce qui pourrait ressembler à un récit. Et puis Nordet, je trouve qu'il fait pas trop le Nordet, parce que Nordet, il a quand même une intonation très particulière avec des sifflements, etc. Et là, je trouve qu'il en fait très peu. Il est très sobre, et c'est vraiment un spectacle étonnant, très très prenant, qu'on a au Théâtre de la Colline. Oui, c'est un acteur qui est complètement textuel. Moi, je voyais, j'entendais ses respirations, et la moindre anecdote qu'il raconte, elle prend autant d'importance que les différentes accusations sociales et politiques. Il dit toujours le texte avec une intensité dans l'émotion.
il est avec son père, on ne dira pas plus. Il y a quand même au niveau scénographique un moment extrêmement beau, les cendres, je ne dirais pas, la musique, tu l'as dit, les gongs qui font vibrer le propos et qui rendent le propos social encore plus terrible et social presque effrayant. Et politique, parce que à la fin, il y a une dénonciation des différents politiques qui, depuis Chirac jusqu'à Macron, ont changé les minimums sociaux, ont fait en sorte que tout ça va se rajouter sur le dos de ce brisé, de ce pauvre père qui n'en finit pas de balayer alors qu'il est déjà en morceaux. Et donc, d'ailleurs, on prend Robert Hirsch, d'ailleurs, à essayer de répondre par un livre que j'ai pas lu à cette pièce d'Édouard Louis. Donc, bon, c'est un beau spectacle, vraiment, que je vous encourage à aller voir au Théâtre de la Colline. Moule Robert, serait-ce le nom du personnage ? Oui, c'est Moule Robert. Donc, c'est une pièce canadienne de Bellemare qui nous vient au théâtre de Belleville. Donc, c'est de mise en scène de Di Marco. Alors, écoutez, ça va être difficile pour moi de vous raconter l'histoire parce que je dois dire j'ai eu du mal à la comprendre. C'est une écriture contemporaine. C'est-à-dire que on a, je crois, si je me suis bien renseigné, sur la page, 3 colonnes, une colonne avec un récit, une colonne avec des dialogues, et puis une colonne avec une sorte de chœur. Et donc, cette écriture contemporaine, eh bien, Di Marco a choisi d'en faire un spectacle contemporain. Donc, il y a tout un travail très intéressant avec une table, avec des journalistes, avec des micros, mais ça va changer. Et donc, on va avoir ce texte narratif qui va être partagé entre il y a 5 personnages, entre les différents acteurs. Il y a beaucoup plus de personnages, en fait. Et alors, on comprend plus ou moins bien. Mais le sujet ? Le sujet, c'est un problème. Moule Robert est accusé, qui est un éducateur, qui est un enseignant sportif. Il a eu le malheur, mais ça j'avais pas compris, de saisir par le poignet une de ses élèves. Et alors accusé d'agression sexuelle. Oui. Et alors le père de celle-ci, qui est une sorte d'alter ego de Moule Robert, qui s'appelle Goule Robert, eh bien va le mettre, va l'accuser. Et donc bon. Alors, moi, je dois dire que l'écriture contemporaine, avec une mise en scène contemporaine, c'est bien, mais j'ai pas l'impression que la mise en scène contemporaine correspond à l'écriture contemporaine. C'est-à-dire que déjà que c'est peut-être pas simple, j'ai pas tout suivi. Alors, c'est d'autant plus dommage que j'ai trouvé que l'interprétation était très bonne, que ce soit celle du metteur en scène qui joue Moule Robert, ou que ce soit celle de François Macheret qui joue l'opposé, Goule Robert. J'ai trouvé très bien tous les deux, et puis je trouvais que le casting était bon parce que ils ont quelque chose à voir ensemble, donc il y a une sorte d'opposition comme ça c'est très intéressant. Mais tout est dispersé, tout est fragmenté, tout est tellement comme ça par petits fragments dont on n'arrive pas à suivre complètement la dramaturgie. Donc j'en suis resté un petit peu sur ma faim. Voilà. Donc ça m'a intéressé par le texte et par la mise en scène que j'ai trouvé l'un et l'autre originaux. Ça m'a frustré parce que j'ai eu du mal à suivre, quoi, tout simplement. Donc c'est au théâtre de Belleville et jusqu'au 29 avril. Chantal, de quoi vas-tu nous parler ? Nous allons parler ensemble des chaises de Ionesco que nous avons vues pas plus tard qu'hier soir. Chantal. Par hasard. Bien, alors donc c'est le texte de Eugène Ionesco. Alors rapidement l'argument, c'est un couple âgé qui reçoit des invités imaginaires et l'homme, veut délivrer un message à l'humanité peut-être avant de disparaître. Il a une grande annonce à faire. Ça, c'est le texte de Ionesco. Et il y a ce que propose la dramaturgie, j'ai envie de dire, de Bernard Lévy.
parce que j'ai sentiment ici que c'était une nouvelle version. Et une version, moi, que je n'ai jamais rencontrée, une version réaliste, dans un décor réaliste. Donc moi, j'ai vu 2 petits vieux qui ont des troubles cognitifs, la mémoire se trouble, ils ont un problème de repère temporel et ils vont mélanger réalité et imaginaire. C'est curieux, c'est qu'ils ont tous les deux le même délire en même temps. Et moi, j'ai pensé que c'était peut-être une mise en situation d'une nouvelle histoire qu'ils se racontent, parce que tu te rappelles au début, ils aiment se raconter des histoires, où j'ai pensé aussi que c'était peut-être un rituel qu'ils avaient l'habitude de faire, et là ce serait le dernier acte. Ce que j'aime dans cette dramaturgie, c'est que c'est ouvert un peu comme interprétation. Moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que je pense que c'est une grande trahison d'Ionesco, mais parce que il y a tout sauf de l'absurde. Je trouvais que tout apparaissait comme une sorte de fin de ces 2 personnages, ces deux vieux, qui sont là dans une sorte de préparation à la mort. Et tout prend sens par rapport à ça. Et donc, au lieu d'avoir cet absurde, on a quelque chose d'assez pathétique et de très beau. J'ai été très sensible à la fois à la scénographie, qui avec des micros, avec des vitres, qui va crée une sorte de distance par rapport au public, avec ces chaises, et ça c'est très bien fait, qui arrivent imperceptiblement pour meubler la scène, on les voit même pas arriver tellement ça se fait comme ça, et avec ces 2 acteurs que j'ai trouvé magnifiques. Je voudrais quand même Thierry Bosc, et puis lui il est d'une incroyable vérité humaine, il propose un jeu d'une grande sensibilité extrêmement nuancée. Emmanuel Granger aussi, qui est parfaite. La fragilité, la tendresse de la vieille personne, et tous les 2 sont extrêmement complices. Alors, moi, je sais pas si... Pour moi, c'est très loin, c'est assez loin d'Ionesco, mais on s'en moque totalement, parce que c'est un superbe spectacle avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de fragilité. Moi, j'ai été ému, et puis j'ai trouvé qu'il y avait, c'est une scénographie avec des choses du quotidien, peut-être des choses des années 50, effectivement, un vieux radiateur, des vieilles chaises plus ou moins bricolées. Ça pourrait être moche, et pourtant, il en ressort une poésie. Voilà. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de poétique dans cette mise en scène des chaises. Et une immense tendresse. Et j'ai trouvé que l'interprétation rendait la situation très concrète et en même temps contemporain le propos. Parce que j'ai même vu ici l'histoire du couple. Parce qu'il y a une distribution des rôles. L'homme a le pouvoir de la parole, tandis que la femme, elle est du côté de l'organisation. Et on pourrait même aller élargir. C'est presque écolo, parce que cette fin de ces 2 êtres, c'est peut-être aussi la fin du monde. Il y a un moment donné, il parle du Paris englouti, c'est dans le texte, et plus on s'en va, plus on s'enfonce. C'est véritablement là une dramaturgie, une scénographie qui nous propose une lecture particulière de Ionesco. Voilà, donc les chaises, c'est au théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes. Alors, Bérénice. Bon, je vais raconter une fois de plus Bérénice. On sait que Louis XIV a dû abandonner sa liaison avec la fille du ministre, de Mazarin, et parce qu'il faut qu'il épouse la reine, sa femme. Et donc deux auteurs de l'époque, Corneille d'une part et Racine d'autre part, ont rivalisé pour écrire l'un Tite et Bérénice et l'autre Bérénice. Donc il s'agit finalement de consoler Louis XIV en lui montrant que avant lui il a existé une tragédie où un prince, un consul, je sais pas quoi, je sais plus qu'à l'époque, Titus en tout cas, a dû renoncer à la belle princesse Bérénice pour des raisons politiques. Ici, la tragédie, elle vient du fait que c'est une tragédie politique. C'est exactement comme si le président ne peut pas
être avec celle qu'il aime parce que il est président. Là, c'est la même chose. On voit que les choses changent guère. Donc, Titus... Ça, c'est le contexte de l'écriture. Et maintenant, le spectacle, ce sont des personnages historiques, parce que Bérénice a existé. C'était une princesse de Judée, et Titus aussi. Alors, là, c'est l'espace... Titus Romain était pas... Et Titus était empereur romain. Oui. Empereur romain, oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un espace unique, vide, avec des bancs hors de l'espace. Et les différents protagonistes vont arriver, vont s'installer sur les bancs. C'est une sorte d'arène qui est rouge. C'est la couleur rouge de l'amour, rouge de la violence de l'amour, et rouge aussi de la tragédie, de l'absence d'amour. Je rappelle, Titus aime Bérénice, Antiochus aime Bérénice. Bérénice aime Titus. Bien sûr que Bérénice aime Titus. Alors le jeu scénique, je l'ai trouvé très intéressant. Pourquoi? Parce que je l'ai senti comme fondé sur la confidence. Parce qu'il y a les autres protagonistes. Ils sont 6 personnages. Et les confidents, là, ont un rôle, scénique très important. Titus prend le bras de Paulin, Bérénice est très proche de Phénice, Antiochus de Arsas. Et c'est comme s'ils avaient un substitut à l'affection que ces 3 protagonistes, en fait, ne peuvent pas partager. On le verra, il y a une sorte un moment de bravoure dans une chorégraphie d'ensemble sur une musique de Purcell où c'est illustré, c'est ce qui danse en miroir. J'ai véritablement admiré l'interprétation de Valérie Dréville. Elle utilise son bras gauche. Et le bras gauche, c'est la sinistra. C'est le bras funeste de l'histoire. Alors elle le lève, elle le descend, etc. Et c'est véritablement un grand signe théâtral. Elle est fiévreuse, elle est incandescente, elle est incarnée, elle domine, elle est mystérieuse. Le corps, les mots qu'elle prononce font tout le temps du sens. Et tous, de toute façon, disent très bien les alexandrins. Stéphane Brel, qui joue Titus, il serait peut-être un degré en dessous, mais en même temps, je trouve que c'est justifié peut-être par son personnage. C'est plus difficile, parce que lui, qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit la politique, il choisit sa carrière, il n'est pas dans l'absolu de l'amour. Alors, scénographiquement, on a des moments extrêmement forts. Il y a, à un moment donné, une scénographie de cendres qui rappelle la mort du père de Titus, parce que c'est à ce moment-là qu'il reçoit le pouvoir de l'empereur. Et en prologue, on voit quoi? Des photos en noir et blanc un petit peu glacées. Comment sont les costumes? Est-ce que c'est des costumes? C'est des costumes de maintenant. Ils sont pieds nus. Voilà. Mais peu importe. Oui, non, mais c'est intéressant parce qu'on a tellement l'habitude de voir les tenues antiques. Et je t'avouerai qu'au départ, j'ai regardé, je me suis dit, tiens, pas de travail sur le costume. Mais en fait, Valérie Dréville n'a besoin absolument de rien pour nous faire entendre bien l'émotion de ces alexandrins. Donc moi j'ai entendu la scansion, la respiration, l'émotion de la situation. On sait que Racine s'était inspiré de Suétone, Invitus invitas, malgré elle, malgré lui. Et j'avais envie, si peut-être juste de lire un petit extrait. Dans un mois, dit Bérénice, dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. J'y suis allée pour cette tirade. Donc, Bérénice, c'est jusqu'au 24 mars. C'est une très belle mise en scène de Gaëtan Vassar. André, on termine avec quelque chose de peut-être plus léger, le sourire du chat. Ouais. Donc, le sourire du chat, Elisabeth Amato, prestidigitatrice, mentaliste, psychologue. Magie. C'est donc la magie. Alors bon, je crois que je suis pas un bon public pour ça. Je crois que je devrais même pas en parler parce que je crois que je suis pas suffisamment, tu ne t'es pas lâché. Je suis pas assez enfant, quoi. Je vois, alors,
j'ai admiré la prestidigitatrice, hein, parce que je dois dire qu'elle est très très forte à ce niveau-là. J'ai moins admiré la mentaliste parce que malheureusement, alors le mentaliste elle prend des spectateurs, hein, et elle va deviner des choses, ou elle va faire deviner des choses, elle va leur faire écrire des choses, elle va savoir ce qu'ils ont écrit, elle va leur faire tirer des cartes, elle va savoir les cartes qu'ils ont tirées. Enfin, elle est dans leur tête, elle sait tout. Mais ça repose quand même sur 2 ou 3 trucs dont j'ai malheureusement deviné 1 ou 2, c'est-à-dire que il y a trop de choses qui sont sur le même truc, quoi. C'est-à-dire que le même procédé. Voilà, et que si on a un petit peu compris le procédé, je vous en parle pas évidemment. On est alors peut-être que c'est je suis un peu trop voilà, mais bon, si je vais voir un numéro de précipitation ou de mentalisme, je veux que ce soit vraiment parfait. Alors, je vous dis, la précipitation c'est impeccable, le mentalisme pour moi un petit peu moins, et puis tout ça c'est enrobé évidemment dans une histoire psychologique, etc., où on fait la leçon au public sur la magie, sur la psychologie, et bon. Et le titre alors, le sourire du chat. Alors je vais t'en parler, mais je la trouve pas extraordinaire en ce qui concerne, je dirais, sa présence scénique, quoi. Et donc personnellement, j'ai été un peu déçu. Alors, sourire du chat, il y a un chat en coulisses, hein, une bande sonore où le chat miaule de temps en temps à chaque fois que Elisabeth Amato, dans des expressions populaires qui parlent de chat, ça vient à sa bouche, et là, on entend le chat miauler. Voilà. C'est plutôt joli, ça. C'est assez joli, oui, pourquoi pas, mais ça m'a pas complètement convaincu. Donc ça, c'est au Théâtre du Montparnasse, et ça s'appelle Le sourire du chat. Tu nous as parlé d'une Bérénice, Chantal. Dans une mise en scène de Gaëtan Vassar, que l'on peut voir au TQI, la Manufacture des œillets, jusqu'au 24 mars. Des chaises d'Ionesco revisitées de très belle façon par Bernard Lévy. C'est au Théâtre de l'Aquarium. Et puis, je vous ai parlé de Moule Robert au Théâtre de Belleville. C'est un texte de Bellemare, mise en scène donc de Martin Bellemare, mise en scène de Benoît Di Marco. Et une très belle aventure théâtrale, politique, sociale, artistique, Qui a tué mon père, dans la mise en scène de Stanislas Nordet, avec Stanislas Nordet, d'après le texte de... Non, pas d'après, c'est le texte, la virgule. Ah, tu as raison, le texte, je me trompe, d'Édouard Louis. Voilà. Et puis Chantal. Madame Pink, qui est une comédie canine avec chanson, livrée de Alfredo Arias, René de Secati, au Théâtre du Rond-Point. Voilà. Et ne n'oubliez pas de nous retrouver en chair et en os sur notre site JDSN, N comme Novembre ou Noémie, JDSN jeu de scène.fr, et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales et dramatiques. Au revoir.